Sud Radio Auto, essai croisé. Et chaque dimanche, même les jours fériés, Sud Radio essaie pour vous avec Mobility TV un modèle sur le marché automobile. Aujourd'hui, on essaye la DS9 avec nos spécialistes. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Auto-Journal, Cédric Fréhour est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Chroniqueur auto au journal Les Échos. Et nous sommes avec Stanislas Laroumet. Bonjour à vous. Bonjour. Président de Ma Voiture Idéale. Tiens, c'est une voiture présidentielle, la DS en général. Est-ce que la DS9 pourrait un jour entrer à l'Élysée ? Oh bah carrément, mais DS en soi, c'est le patrimoine hexagonal élyséen. Dès qu'on pense à une voiture de président, forcément... La voiture du petit Clamart. Voilà, on a la DS9 noire dans les... garée face à l'Élysée et aux marches. La DS9, très grande berline, la plus grande berline française. La plus puissante aussi, 360 chevaux. Donc, salut les Allemands. Hybride rechargeable. Donc, super, carrément dans le 21e siècle. Ça fait 50 km d'autonomie en full électrique. Ça accélère très fort. C'est super luxueux à l'intérieur. Mais quand je dis super luxueux, on voit que tout à coup, tout le monde s'est mis... On a trouvé la voiture de luxe française. Les matériaux, c'est presque trop. C'est bizarre. Quoi, il y a des diamants, trop bien travaillé. Non mais presque. C'est un intérieur Louis XVI. Il y a des petits trucs. La marqueterie, oui. Non mais c'est très baroque. C'est un truc somptueux. On peut avoir du cuir Bordeaux. Ça dégouline de partout. Ça fait très bling bling ce que vous me décrivez à première vue. Oui, mais parce que aussi cette voiture, elle est internationale et ce qu'elle souhaiterait, c'est prendre des parts de marché en Chine, où si on arrive en étant un peu trop discret, personne ne va vous voir. Donc il faut en faire des kilos. Il faut en faire des caisses. Voilà. Et effectivement, on se le souhaite à tous. On espère que les Chinois soient sensibles à ce feu d'artifice du 14 juillet. Donc c'est une voiture qui est plutôt à destination de la Chine, Mélina Priam. Elle est construite où d'ailleurs ? En Chine. Elle est construite en Chine. Oui, c'est vrai que le groupe Stellantis avec Citroën et avec DS croit beaucoup dans le marché chinois. Mieux valait croire au marché chinois qu'au marché russe d'ailleurs, l'actualité l'a montré. Et c'est vrai que le fait de croire encore dans la berline classique, parce que voilà, DS c'est quand même encore une jeune marque. Et au moment de faire un peu sa voiture porte-drapeau, ils ont pris le parti pris de faire une berline classique, mais qui est très réussie, qui est très confortable, qui est plaisante à conduire. Voilà, c'est quoi, c'est l'héritière de ces voitures de luxe françaises, je sais pas, la 607 par exemple, la Renault 25, la XM. Si ce n'est que là, Cédric a raison, à l'intérieur, on a vraiment une voiture de luxe. C'est-à-dire que DS s'était fixé pour objectif de vraiment devenir la marque haut de gamme, premium comme on dit, en mesure de rivaliser avec ce que font les Allemands, Mercedes, BMW, Audi, pour ne parler que du trio qu'on connaît tous. Et DS sur la qualité des matériaux à bord, sur la présentation, y est arrivé. Donc le luxe à la française est arrivé en voiture. Le luxe à la française, c'est DS. C'est vrai que c'est un petit peu bling-bling. Et encore que je trouve qu'ils ont, sur la DS9, ils ont énormément calmé le jeu par rapport aux toutes premières, à la DS5 qui était, il y avait des chromes de partout. Là, c'est beaucoup plus soft et c'est très agréable. Est-ce que c'est agréable, Stanislas Laroumet ? En général, quand les deux disent que c'est formidable, vous arrivez toujours en gâchant l'ambiance. Non, j'ai pas envie de gâcher la fête. Non, moi je trouve que c'est comme le disait Mélina et Cédric aussi, ils sont présents. Et ça, c'est déjà pas mal parce que d'investir le marché de la berline haut de gamme en Europe, même si on sait très bien que l'avenir commercial de cette voiture se situe plutôt en Asie, eh bien c'est quand même assez osé. Il y a un parti pris stylistique à leur extérieur ils ont fait une voiture relativement sage en dessin par rapport à la C5X qui est sa cousine en fait, un peu plus bas de gamme de chez Citroën, qui est techniquement pratiquement la même voiture avec des mécaniques un peu différentes, mais c'est les mêmes plateformes, même boîte de vitesse, etc. Même usine puisqu'elle est fabriquée aussi en Chine. Eh bien là il y a vraiment un parti pris stylistique assez sage. C'est à l'intérieur, comme vous le disiez, qu'on remarque qu'il y a eu un effort colossal de fait, et ça se démarque vraiment des Allemands, des Anglais, des Japonais qui font du luxe. Comme on l'a déjà dit, mais avec des matériaux vraiment choisis. Pourtant, les matériaux sont choisis dans une Mercedes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a un parti pris, une espèce d'élégance à la française, alors pas forcément toujours de bon goût, mais pourtant, il se passe quelque chose. L'élégance à la française, c'est censé être le bon goût. Il y a de l'originalité dans le dessin, en fait.
chaque petit truc C'est est vrai. très particulier. Mm. Il y a un style inédit. Un sens du détail. Ouais, mais vraiment, vraiment. Et on sent qu'ils ont travaillé difficilement. Enfin, ils y ont mis tout leur cœur. Le moindre petit bouton, il est guilloché. Il y a des, ils sont allés se balader dans les rues de Paris, aller visiter les artisans. Ils ont pris plein de photos. Et voilà. Et ça paye ce travail. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ça donne un intérieur Mélina Priam. plus chaleureux que les intérieurs allemands. D'accord. Une Mercedes, une Audi ou une BM, c'est luxueux, mais parfois on peut trouver ça un peu froid parce que c'est effectivement très bien réalisé avec de beaux matériaux, mais il y a pas cette petite touche un peu d'originalité. Fantaisie, enfin pas fantaisie, mais... Là on a effectivement des formes de boutons qui sont très très travaillées. Voilà, il y a un petit quelque chose en plus. Du détail. Stanislas Laroumet. Oui, alors en plus, puisqu'on parle toujours des Allemands et on compare toujours les Ça, productions c'est un françaises, complexe japonaises, tricolore, hein. américaines ou même anglaises, qui sont plus vraiment anglaises, aux voitures allemandes, eh bien la DS9, elle a l'avantage de ne pas être trop chère, puisque je suis le seul à parler d'argent ici, hein, mais bon, ça commence à 49 700 €. Et déjà, alors Sur ils sa ont gamme. et bien équipé. et très bien Très équipé. bien équipé. Et puis alors aussi, ils ont fait un effort chez DS, et là je les applaudis, c'est que, j'en avais déjà parlé ici, il y avait c'est les génies du marketing ça, un nombre de finitions et de sous-finitions, d'ambiance, etc. C'était incompréhensible, donc maintenant il n'y a plus que 2 finitions, je crois que c'est la Performance Line Plus et Rivoli Plus. Donc, Rivoli. C'est élégant, effectivement. oui, mais pensez à la Chine. Non, c'est important. Voilà, Oui. Rivoli. Alors maintenant, on dit Rivoli pour penser à la Chine, c'est formidable. Non, parce que la voiture devrait, enfin c'est là où normalement elle devrait le plus se vendre. On Mais espère pour eux. c'est Paris qui s'exporte, en fait. Un jour, on construira une voiture à l'adresse du marché français en l'appelant Grande Muraille. Vous verrez, c'est vraiment le Mais charme vous de la rappelez que la pub de modernisation. la Citroën AX, c'était sur la Grande Muraille. Effectivement. Non, mais juste un petit Cédric truc dans Frémaux. un marché qui est effectivement dominé par l'Allemagne. On a réussi à conférer à la DS9 une âme et un charme très hexagonal, une sorte de fantaisie et une liberté qu'on n'avait pas l'habitude en fait. Même, il y a eu plein de tentatives en fait de se dire allez, on va le luxe à la française dans l'automobile. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un match qu'on a joué et rejoué comme France-Allemagne C'est vrai. et à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent. Absolument. Et là, on a une petite opportunité. Oui, puis il y a une donnée qui est assez importante à mon sens pour, pareil encore, cette fameuse lutte contre les constructeurs allemands. C'est qu'à l'époque, dans les années 80-90, les constructeurs français n'avaient aucune mécanique noble à mettre en face. Il y avait un 6 cylindres, bon à la rigueur. Eux avaient des V8, des V12. Mais maintenant, comme la norme, c'est de rouler à l'hybride rechargeable, que ce soit une technologie BMW, Mercedes ou Audi, ou DS, Stellantis ou Renault, bon... Bah, c'est le moment de se démarquer sur le style, du coup. Exactement. Et le c'est ce prix. qui a fonctionné. Et le prix, raison pour laquelle vous l'adoptez, Mélina Priam, vous-même. Oui, c'est vrai qu'elle est très très bien positionnée en prix équipement, parce qu'en fait l'idée de DS, pour simplifier les choses, c'est d'avoir une voiture du gabarit et les prestations globales, par exemple, d'une série 5 ou d'une classe E, mais au prix d'une série 3 bien équipée. Donc ça, c'est en plus c'est plutôt bien visé. très intelligent. Ce qui est dommage pour cette auto, c'est que DS l'a lancée au mauvais moment. Ouais. Il y a un peu plus d'1 an, au moment du confinement, et voilà, elle est passée inaperçue. Là, ils tentent de la relancer avec une nouvelle motorisation intermédiaire e-Tense 250. Voilà, espérons que ça fonctionne. Comme quoi même évidemment les constructeurs automobiles ont été frappés de plein fouet eux-mêmes par la pandémie. Merci à tous les trois pour cet essai. Mélina Priam, on peut vous lire dans l'Autojournal, Cédric Fréhour dans Les Échos et Stanislas Laroumet qu'on peut retrouver avec Ma voiture idéale. À dimanche prochain. Merci. Merci. Sud Radio Auto, essai croisé. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire sur Sud Radio jusqu'à 10h. Nous vous parlons du GPL, nous vous parlons du bioéthanol, de l'électrique également. Et si demain nous roulions tous à l'hydrogène, et si la filière hydrogène s'organisait en France, c'est en tout cas au programme de ce salon. Bonjour Florence Rousson-Monpau. Bonjour. Vous êtes directrice du salon iVolution, I comme hydrogène en anglais. Vous êtes aussi directrice de la division Green Tech Plus chez GL Events. Alors le salon iVolution qui va se tenir mercredi et jeudi prochain au Paris Event Center. Vous allez regrouper en gros toute la filière de l'hydrogène. D'abord, tiens, en un mot, ça représente combien de professionnels en France, la filière de l'hydrogène ?
Alors aujourd'hui, la filière de l'hydrogène, elle est encore un peu petite, je dirais, elle est en train de se structurer. On parle de 3500 emplois aujourd'hui sur la filière de l'hydrogène, notamment sur la France, même si la France tend à devenir, et en tous les cas se positionne pour devenir un expert vraiment sur ces sujets à l'échelle européenne, mais également à l'échelle mondiale. Oui, on va en reparler, je pense. On va en reparler justement. La France qui veut mettre le paquet sur la transition à l'hydrogène. Concrètement, pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, quelle est la différence entre une voiture qui roule à l'hydrogène et une voiture qui roule à l'électrique ? Alors, l'hydrogène, c'est un gaz, contrairement à l'électricité, et c'est un vecteur d'énergie. Donc, l'hydrogène va permettre, et est intéressante aujourd'hui, parce que va permettre de produire de l'électricité, bien sûr, mais également de la chaleur. Donc, c'est une source décarbonée, on va dire, parce que quand on parle d'hydrogène, l'hydrogène, c'est un gaz, on le disait, qui existe depuis des années, mais qui n'était pas propre, on va dire, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, les enjeux, c'est de produire de l'hydrogène vert, et donc, au-delà de purement de l'électricité, c'est un gaz qui va nous permettre d'avoir, vous évoquiez les usages, de nombreux usages, même au-delà de la mobilité. Bien sûr. Alors si demain je roule par exemple à l'hydrogène, on reste sur les automobiles puisque c'est Sud Radio Auto Essais Croisés, comment ça va se passer ? Est-ce que j'ai une pile ? Est-ce que j'ai une batterie ? Est-ce que je dois recharger tous les combien ? C'est quoi le principe ? Alors, tout à fait. On va du coup devoir effectivement recharger aussi sa voiture. Il y a d'ailleurs des stations qui sont en train d'être déployées. Alors, c'est très expérimental encore aujourd'hui. L'hydrogène, on en parle beaucoup. C'est un marché qui est en train de se structurer et de se constituer, mais qui n'existe pas réellement encore. Aujourd'hui, on est plutôt dans des logiques en termes d'usage qui sont plutôt à destination de l'industrie. Donc, effectivement, la question du transport et de l'automobile est au cœur des sujets, mais c'est encore assez expérimental aujourd'hui. Mais bien évidemment... Et c'est que le début, exactement, c'est que le début. Mais alors justement, et c'est ça qui est intéressant, pourquoi, alors même qu'on n'en est qu'au début, alors même que ce n'est que expérimental, eh bien on mise en France massivement sur l'hydrogène. C'est quoi la promesse de l'hydrogène par rapport à tout ce qu'on peut avoir qui prendrait la place de l'hydrogène aujourd'hui ? L'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est une énergie, c'est un gaz qui va se produire à partir du nucléaire et de l'énergie renouvelable. Donc, on a des sources d'approvisionnement qui vont être du coup extrêmement importantes et qui vont nous permettre du coup de pouvoir assumer seul notre production d'hydrogène. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se repose aussi toutes ces questions. La France a investi majoritairement puisqu'on parle d'un plan d'investissement à plus de 7 milliards qui est adressé à la filière de l'hydrogène aujourd'hui. C'est considérable. En termes de soutien, et c'est considérable. Mais quelque part, le marché pour le consommateur final n'existe pas encore. On va parler d'échéance à 2020, 2030 et va être en train de effectivement se structurer, se constituer. Sur la partie transport, très vraisemblablement, on sera certainement au départ vers des transports massifs, du camion ou de l'infrastructure un peu plus lourde que de l'hydrogène qui va être mise à disposition du consommateur final. Sauf que ça reste l'objectif final. Et c'est ça qui est passionnant. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Parce que c'est ce qu'on pourra découvrir d'ailleurs dans votre salon, le salon Evolution, qui aura lieu mercredi et jeudi à Paris. C'est que globalement aujourd'hui, on part presque d'une page blanche sur l'hydrogène, mais on décide en France d'investir massivement 12 régions métropolitaines qui se dotent même de plans pour l'hydrogène, qui investissent des dizaines de millions d'euros. Est-ce que ça veut dire que globalement, eh bien, la France a une avance majeure sur les autres pays ? Alors, la France est effectivement en avance. Vous évoquiez effectivement des régions qui sont très impliquées parce que l'idée, c'est bien, du coup, autour de l'hydrogène, de réinventer une filière industrielle et d'apporter de la valeur dans les régions et dans les territoires. C'est-à-dire porter cette nouvelle énergie et ce gaz au plus près du consommateur et de l'utilisateur final. Donc, dans le cadre effectivement des politiques de décentralisation, d'indépendance des territoires, il y a effectivement cette logique de créer et d'ancrer du coup ces politiques à l'échelle régionale. Alors, en développant cette filière, à terme, quel type de métiers pourront être créés ? Quel type d'emplois plutôt seront créés ? Alors, c'est très très large parce que dans les plans qui sont portés par France Hydrogène aujourd'hui, qui est la filière qui fédère ces acteurs, on parle de 84 métiers différents qui sont aujourd'hui recensés. Donc, c'est très important. C'est une filière, avant de rentrer plus spécifiquement dans les métiers, qui va être très porteuse en termes de création d'emplois, puisque je vous l'évoquiez tout à l'heure, on parle de 3500 emplois aujourd'hui, mais on parle à 2030 de 100 000 emplois qui pourraient être créés autour de la filière de l'hydrogène, qui vont aller, je dirais, se positionner sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on va parler d'ingénieurs pour la recherche et le développement, mais on va aussi parler par la phase de production, par la phase de distribution, et puis l'approche du consommateur final. Donc, ça va être assez large, effectivement, en termes de fourchette et très créateur de valeur et notamment d'emplois. Et puis, en plus, surtout, ce qui est très important, c'est que ça permet de créer des emplois dans un domaine où la France en a beaucoup perdu ces dernières années, puisque ça participe à la réindustrialisation du pays.
Tout à fait, c'est exactement ça. Ça participe à la réindustrialisation du pays. Finalement, la consommation d'hydrogène aujourd'hui, là on évoquait la partie transport, mais mobilité, va également du coup impacter l'organisation de la filière industrielle, l'organisation de la filière énergie. Et du coup, effectivement, on a la chance d'être dans un pays qui est plutôt à la pointe et en avance et du coup de pouvoir créer beaucoup de valeur autour de cette filière. Alors en tout cas, vous pariez vous-même sur la croissance très forte de la filière de l'hydrogène, puisque le salon iVolution, en ce moment, c'est au Paris Event Center, c'est juste à côté de la Cité des Sciences à la Villette, pour ceux qui connaissent la capitale. Mais vous avez déjà fixé la date du prochain salon, avant même celui-ci. C'est en février 2023. Et là, vous allez changer carrément de dimension, puisque vous partez au Parc des Expositions. Il y aura encore plus de monde. Au Parc des Expositions, il y aura encore plus de monde. Aujourd'hui, iVolution, c'est un événement qui regroupe 310 exposants et marques, qui est réservé aux professionnels, qui va accueillir à peu près 4000 visiteurs. La filière est en train de se constituer, donc le salon évolue aussi en même temps que la structuration de la filière. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir, du coup, chez GL Events, accompagner l'évolution et la croissance des marchés en ayant des événements et des salons professionnels qui soient en phase avec les besoins, du coup, des différentes filières. La France garde cette position d'événement numéro 1, en tous les cas de pays numéro 1 en avance, et doit avoir du coup un événement à la hauteur de la politique qui est conduite aujourd'hui par le gouvernement et par les ambitions qu'on affiche. Donc effectivement, on se dit que aujourd'hui la filière doit changer d'échelle et doit se massifier pour aller chercher du coup des coûts qui soient plus réduits. Ben, le salon doit aussi grandir, continuer à grandir à la porte de Versailles effectivement. Et puis on aura aussi la volonté de pouvoir créer aux côtés du salon en 2023 un très grand congrès international qui permettra du coup de réunir à la fois les politiques et les grands décideurs économiques pour réfléchir tous ensemble autour de ces sujets porteurs. Alors revenons pour conclure sur le programme de ce salon iVolution à partir de mercredi à Paris. Le point d'orgue de ce salon? Le point d'ordre de ce salon, c'est vraiment continuer à accompagner la filière sur la structuration des partenariats qui sont nécessaires. Ça, c'est vraiment important. L'enjeu, c'est vraiment cette logique du changement d'échelle. Donc, on est très heureux de pouvoir avoir effectivement cette dynamique autour du salon. Je vous l'évoquais, 310 exposants et marques qui seront présents, 11 territoires, 11 régions qui seront représentées sur 12. Donc, on se rend bien compte effectivement qu'il y a cette réalité territoriale que vous évoquiez. Tout le monde est présent. Exactement. 11 entreprises du CAC 40 aussi qui sont très investies, qu'on parle d'Airbus, qu'on parle de Schneider Electric. On voit bien que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a une volonté des entreprises aussi d'être présents sur ce sujet. Et puis, du coup, des conférences de haut niveau qui vont se tenir pendant ces 2 journées. Et un sujet également, on l'évoquait, qui est important, cette logique, et c'est une plateforme d'accompagnement pour l'emploi et la formation, pour bien identifier, du coup, les entreprises qui sont déjà en cours de recrutement, et puis les perspectives qu'on va pouvoir se donner sur les différents métiers qui vont, du coup, se créer autour de ces marchés. La France deviendra-t-elle un leader de l'hydrogène comme elle l'a été en son temps dans le nucléaire? Eh bien, écoutez, vous pourrez commencer à le savoir en assistant à ce salon iVolution. C'est mercredi et jeudi à Paris. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, Florence Pousson-Monpeau, directrice du salon iVolution, et puis aussi de la division Green Tech Plus chez GL Events.